Bien, quand on présente un domaine de la connaissance comme ce matin, la chasse aux bugs, on a toujours la possibilité ou bien de se concentrer sur les développements récents. Et donc ça amène par exemple à dire que ce qui s'est fait dans le domaine ces 10 dernières années est tout à fait plus important en nombre de publications, en progrès de tout ce qui s'est fait dans le reste de l'histoire. Ou alors on peut prendre le point de vue inverse et essayer de montrer que ces idées, elles sont aussi anciennes que l'histoire, que l'humanité, que le système solaire, etc. Donc dans le premier cas, on s'intéresse à la dynamique du domaine, à savoir comment il a évolué dans un passé récent, et dans le deuxième cas, à ce qui ne change pas, c'est-à-dire aux invariants du domaine. Alors comme je savais que Gérard Berry et Patrick Couzeau prendraient la première attitude, j'ai décidé, mais uniquement pour cet exposé, de prendre la seconde et d'essayer de vous montrer qu'on a fait des preuves, des démonstrations de correction d'algorithmes, non pas uniquement dans un passé récent, mais dans un passé beaucoup plus ancien. Donc je vais essayer de partir à la recherche dans l'histoire de cette notion de correction d'algorithme. Alors je dis tout de suite correction d'algorithme et non pas correction de programme, parce qu'il est bien clair que le fait d'exprimer des algorithmes dans des langages de programmation, c'est-à-dire des langages extrêmement codifiés, des langages construits autour d'un tout petit nombre de constructions, c'est une particularité du XXe siècle, donc il n'y a pas d'équivalent des langages de programmation au XVIIe siècle ou au Ve siècle ou à d'autres époques. En revanche, il y a des algorithmes, c'est-à-dire des recettes de cuisine qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes, et c'est le fait que ces algorithmes soient exprimés en latin, en grec, en anglais, etc., n'importe pas. Alors, il faut que je prenne un exemple, et donc j'ai choisi de prendre un algorithme relativement ancien, et donc l'important c'est relativement dans cette phrase, qui est l'algorithme d'Euclide. Et l'algorithme d'Euclide cherche à calculer, c'est un moyen de calculer le plus grand diviseur commun, le PGCD, de deux nombres. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le plus grand diviseur commun de deux nombres? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un diviseur? Donc je vais dire qu'un nombre A est un diviseur d'un nombre B, si d'abord A est plus petit que B, et ensuite, quand je fais la division de B par A, la division tombe juste, il n'y a pas de reste. Donc par exemple, si je divise 21 par 7, la division tombe juste, et donc 7 est un diviseur de 21. Qu'est-ce que c'est que les diviseurs communs de deux nombres? Eh bien, comme son nom l'indique, ce sont les nombres qui sont à la fois diviseurs du premier et du deuxième. Et qu'est-ce que c'est que le plus grand diviseur commun de deux nombres? Eh bien, c'est parmi les diviseurs communs celui qui est le plus grand. Donc, ça, c'est la définition de la notion de PGCD. Maintenant que j'ai défini la notion de PGCD, je peux me poser la question, si j'ai deux nombres, par exemple ici 364 et 42, comment est-ce que je peux faire pour trouver ce PGCD, ce plus grand diviseur commun? Et la première idée, c'est celle-ci, c'est juste d'appliquer la définition. Donc je vous ai dit que le premier nombre qui m'intéresse, c'est 364. Les diviseurs de 364, ils sont plus petits que 364, donc je peux tous les essayer l'un après l'autre. Ça va me demander de faire 364 divisions. Bon, c'est un petit peu long, ça m'a pris 5 heures. Je les ai faites à la main, juste pour me rendre compte que c'était possible. Et donc, voici la liste des diviseurs de 364. Là, j'ai que considéré le premier nombre. Et maintenant, séparément, je vais regarder le deuxième nombre, 42. Donc là, j'ai été moins ambitieux, donc ça m'a pris moins de temps. Et voici les diviseurs de 42. Une fois que j'ai ces deux listes, je peux chercher les éléments qui sont en commun. Et donc, il y en a 4 qui sont 1, 2, 7 et 14. Et il ne me reste plus qu'à prendre le plus grand, c'est 14. C'est le plus grand diviseur commun de 364 et 42. Mais ça m'a demandé quand même d'abord 364 divisions, puis 42 divisions. Et ensuite, il fallait chercher les éléments communs dans les deux listes. Mais ça, c'était relativement facile une fois que les divisions étaient terminées. Alors, est-ce que c'est ça l'algorithme d'Euclide? Eh bien, pas du tout. L'algorithme d'Euclide, c'est une autre méthode qui permet d'obtenir le même résultat. Donc, contrairement à la première méthode, où j'avais d'abord travaillé sur 364 pendant 5 heures, et puis sur 42 pendant un petit peu moins longtemps, là, je vais directement attaquer les deux nombres de face, et je vais diviser 364 par 42. Alors, le quotient, il ne nous intéresse pas, c'est 8, mais le reste, c'est 28. Et là, je peux faire un petit raisonnement, je peux penser à ces trois nombres, 364, 42 et 28, et me convaincre d'abord que n'importe quel nombre qui a un diviseur de 364 et de 42 est aussi un diviseur de 28. Et réciproquement, n'importe quel nombre qui a un diviseur de 42 et un diviseur de 28 est aussi un diviseur de 364. Donc, les diviseurs communs de 364 et 42, ce sont les mêmes que les diviseurs communs de 42 et 28. Et en particulier, le plus grand d'entre eux, c'est le même. Donc, le plus grand diviseur commun
de 364 et 42, c'est le même que celui de 42 et 28. Bien, maintenant, je n'ai plus besoin de ma division. Comment est-ce que je vais faire pour calculer le plus grand diviseur commun de 42 et 28? Je pourrais appliquer mon premier algorithme, mais là, comme je suis parti avec une nouvelle idée, je vais continuer. Je vais diviser 42 par 28. Ça va me donner 1 et il reste 14. Et maintenant, je vais continuer et je vais diviser 28 par 14. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau. La division, au lieu de me donner un reste, comme c'était le cas ici, elle va tomber juste. Et là, il faut que je fasse un deuxième raisonnement qui consiste à dire que puisque la division tombe juste, c'est-à-dire que 14 est un diviseur de 28, à ce moment-là, tous les diviseurs de 14 sont des diviseurs de 28, et les diviseurs communs de 14 et 28, c'est les diviseurs de 14. Et donc le plus grand d'entre eux, c'est 14, c'est le résultat, et vous voyez que c'est le même résultat que j'avais obtenu par le premier algorithme. C'est l'intérêt de cette méthode. Bien, est-ce que c'est toujours le cas que si je prends deux nombres quelconques, et que j'applique la première méthode, ou la deuxième, j'obtiens le même résultat? Eh bien, la réponse est oui, et je vous ai partiellement expliqué pourquoi, puisque le fait que l'algorithme d'Euclide soit correct, c'est-à-dire qu'il donne vraiment le plus grand diviseur commun que j'ai défini avec le premier algorithme, eh bien, ça repose sur ces deux propriétés que j'ai évoquées. Quand je divise A par B, si R est le reste de la division, alors le PGCD de A et de B, c'est le même que celui de B et R. C'est ce qui m'a permis de faire les premiers remplacements. Et enfin, le dernier, c'est que quand A est un multiple de B, ou B est un diviseur de A, c'est la même chose, alors le PGCD de A et de B, ben, c'est B. Et puis, il y a une troisième propriété que je n'ai pas mentionnée, mais que Gérard Berry a mentionné plusieurs fois dans son cours. Il faut que ces remplacements progressifs d'un couple de nombres par un autre, un jour, s'arrêtent, sinon, je n'obtiens pas de résultat. Et ça, c'est lié à une troisième propriété, qui est le fait qu'il n'y a pas de suite infinie décroissante d'entiers. Voilà, ces trois propriétés, elles doivent être démontrées au moment où on conçoit l'algorithme d'Euclide. On peut penser qu'Euclide lui-même était persuadé qu'elles étaient vraies, et donc les avait démontrées, et elles constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la démonstration de correction de l'algorithme d'Euclide. Donc on peut dire qu'Euclide avait déjà une démonstration de correction de son algorithme. Alors comment est-ce que ces idées qu'on voit donc ici au IIIe siècle avant notre ère s'articulent avec la manière dont on démontre la correction de l'algorithme d'Euclide aujourd'hui? Alors d'abord, la première définition que j'ai donnée du PGCD, c'est ce qu'on appelle la spécification. Alors ça peut être un algorithme ou non. Ici, j'ai eu de la chance, la première définition que j'ai donnée, la spécification, était elle-même un algorithme. Mais j'aurais pu spécifier, définir le PGCD d'une manière différente. Par exemple, si j'avais oublié de vous dire que pour que A soit un diviseur de B, il faut que A soit plus petit que B. À ce moment-là, ma définition aurait été tout à fait différente. Ça n'aurait plus été un algorithme. Mais ce n'est pas important, la spécification peut être un algorithme ou non. En revanche, ce qui est important, c'est qu'elle soit simple. La deuxième définition, c'est-à-dire l'algorithme d'Euclide, bon, c'est l'algorithme dont je veux démontrer la correction. Et le fait que ces deux définitions sont équivalentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois le résultat est le même, eh bien, ça constitue la démonstration de correction de l'algorithme. Ici, j'ai un cas très particulier où la spécification spécifie complètement le programme, c'est-à-dire nous indique exactement quel doit être le résultat. Alors souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, la spécification nous laisse une certaine liberté, c'est-à-dire définit une famille de programmes, une famille de comportements possibles, et l'algorithme, ici, va réduire sa liberté, va prendre juste une possibilité. Donc, un exemple qui m'intéresse à titre personnel. Alors, on s'intéresse tous beaucoup à l'aéronautique, mais à des branches différentes de l'aéronautique. Donc là, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans les avions, mais de ce qui se passe plutôt dans les centres de contrôle aérien. Et dans les centres de contrôle aérien, il faut donner, en fonction de données qu'on connaît sur les avions, c'est-à-dire leur position dans l'espace et leur vitesse, essentiellement, parfois leur plan de vol, mais on essaye d'éviter ça, de ne tenir compte que de la position et de la vitesse, eh bien, il faut donner des instructions à chaque avion, c'est-à-dire une nouvelle vitesse. Essentiellement, on leur dit ou bien de ralentir ou bien d'accélérer tout en gardant le même cap, ou bien de changer de cap, ou bien de changer d'altitude. Et la spécification d'un tel algorithme, c'est qu'il faut qu'à chaque instant, deux avions différents soient à des points différents de l'espace. Donc ça, c'est la manière, c'est l'euphémisme pour dire qu'il faut éviter que deux avions entrent en collision. À vrai dire, il faut même que leur distance soit toujours supérieure à une certaine distance de sécurité
qui est de 5 nautiques, c'est-à-dire à peu près 8 km. Donc vous voyez qu'ici, on a une spécification extrêmement simple. Il faut juste qu'il n'y ait jamais deux avions qui soient au même endroit, ou qu'ils aient toujours une distance de séparation. Et l'algorithme peut être extrêmement compliqué, utiliser des mathématiques très très pointues, des sinus, des cosinus, des racines carrées, etc., de manière à un moment à dire à l'avion, ben voilà, il faut prendre exactement cette direction. Et montrer qu'un certain algorithme vérifie cette propriété, eh bien, ça constitue la démonstration de correction de l'algorithme. Ces démonstrations de correction des algorithmes, elles sont souvent faciles. C'est-à-dire, on pense, peut-être à tort, mais en tout cas on le pense, que les programmeurs qui écrivent les programmes, ceux qui conçoivent les algorithmes, ont déjà une vague idée de la raison pour laquelle l'algorithme fonctionne. C'est-à-dire, quand Euclide dit on va faire la division, ben, il sait plus ou moins que si on fait la division, c'est parce que le reste et le diviseur ont même PGCD que le dividende et le diviseur. Donc ça veut dire que ce n'est pas le genre de démonstration sur lequel des générations de mathématiciens, à travers les siècles, cherchent à résoudre le problème, puis aboutissent au bout de 5 siècles. Ça y est, on a démontré le théorème. C'est souvent des démonstrations faciles. Mais elles sont souvent grosses, c'est-à-dire elles sont de grande taille, et elles sont de grande taille pour une raison qui est tout à fait inédite en mathématiques, parce qu'elles parlent d'un gros objet. Donc Gérard Berry a insisté dans plusieurs de ses cours sur le fait qu'un programme de 100 000 lignes, un programme d'1 million de lignes, c'est quelque chose de tout à fait courant. Et vous voyez que si vous voulez démontrer une propriété d'un objet qui lui-même a une description qui fait 1 million de lignes, ben, fatalement, votre propriété va devoir utiliser des informations qui sont dans ce million de lignes, et donc la démonstration elle-même va être au moins aussi grosse que le programme. Donc ça, c'est tout à fait inédit. Pensez au théorème de Fermat, par exemple. C'est un théorème dont la démonstration est extrêmement complexe, mais les objets dont il parle, les nombres entiers, sont des objets qu'on définit en 3 lignes. Et même des problèmes ouverts comme, mettons, l'hypothèse de Riemann, bon, parle de nombres un peu plus compliqués que les nombres entiers, mais qui se définissent et qui ne demandent pas 1 million de lignes pour être définis, en tout cas, qui se définissent de manière simple. Donc ici, on a une nouvelle raison pour laquelle les démonstrations sont grosses, c'est parce qu'elles parlent de gros objets, non pas parce qu'elles sont intrinsèquement complexes. Et donc ça pose un nouveau problème, c'est ces démonstrations de correction, si on les écrit à la main, par exemple, je vois une démonstration qui fera 1 million de lignes qu'on pourrait écrire à la main. Donc on discutait tout à l'heure de savoir si ça tient dans le coffre d'une voiture ou non, mais apparemment ça dépend de la voiture. On peut se poser la question de savoir si une démonstration aussi longue est correcte. Il se peut qu'à la page 724 832, eh bien, à un moment, il y avait 1,5 et on s'est trompé, on l'a remplacé par 1 tiers. Bon. Et puis l'erreur est passée inaperçue. Ce genre d'erreur est arrivé. Delaunay, qui avait calculé les mouvements de la Lune, avait passé 20 ans à faire un calcul des mouvements de la Lune, et on sait qu'il s'est trompé parce qu'à un moment, en recopiant une fraction 1/6, il a écrit 1/16, ou le contraire, je ne sais plus, et bien, tout le calcul est faux pour cette raison. Donc, enfin, un petit bout du calcul. Donc, il se pose la question, non seulement de l'écriture d'une démonstration, ici de l'algorithme d'Euclide, mais qui maintenant n'est plus qu'un exemple, mais aussi de sa correction. Donc, la question, c'est est-ce que la démonstration de correction de l'algorithme d'Euclide est correcte? La correction ici, c'est celle de l'algorithme, et celle-là, c'est celle de la démonstration. Et il y a un seul moyen de s'assurer que ce type de démonstration est correct, c'est d'utiliser un logiciel de vérification de démonstration. Donc ici, on trouve un exemple qui est d'un autre principe que Gérard Berry a illustré dans sa leçon inaugurale, c'est soigner le mal par le mal. C'est seulement avec des ordinateurs qu'on est capable de vérifier des démonstrations tellement complexes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont complexes? Eh bien, elles sont complexes parce qu'elles parlent elles-mêmes de programmes d'ordinateurs. Alors, j'ai cité ici 4 parmi les systèmes les plus utilisés, les logiciels de vérification de démonstration, Coq, PVS, HOL et Isabelle. Et il est important de noter que 2,9 parmi ces 4 systèmes sont développés en Europe. Donc, c'est un domaine sur lequel l'Europe est en pointe, et en particulier la France qui développe le système Coq, Cocorico. La France est relativement bien placée dans cette course au développement de logiciels de vérification de démonstration. Alors, à quoi ça sert de vérifier que sont correctes les démonstrations de correction d'algorithmes? Alors, premièrement, à programmer sans bug, c'est le thème de la journée aujourd'hui, mais pas uniquement, parce que ça permet également de réutiliser, par exemple, l'algorithme d'Euclide dans une démonstration ultérieure. Supposez que demain, après avoir complètement terminé l'algorithme d'Euclide, sa démonstration, la vérification de sa démonstration, je m'attaque à un autre problème, que ce soit un problème de mathématiques générales ou un problème de preuve de programme. Eh bien, il se peut que j'ai à démontrer que le PGCD de
340 je ne sais quoi et 42, c'est 14. Eh bien, à ce moment-là, plutôt que de faire une démonstration habituelle, il me suffit de réutiliser l'algorithme que j'ai développé la veille. Et ça, c'est un petit peu en rupture avec la méthode axiomatique où on dit qu'il faut toujours tout démontrer. Ici, on a quelque chose de plus complexe. On doit démontrer que les algorithmes sont corrects, mais une fois qu'on a démontré qu'ils sont corrects, on peut les utiliser pour fabriquer d'autres démonstrations. Voilà, où je veux en venir avec tout ça, je veux en venir à cette idée essentielle, c'est qu'il y a deux types d'algorithmes. Et on les a illustrés avec les deux algorithmes qui permettent de calculer le PGCD. Le premier algorithme, c'est juste une paraphrase de la définition du PGCD. On a eu de la chance, la définition du PGCD était une définition algorithmique, et donc on a un algorithme pour calculer le PGCD qui est juste d'utiliser la définition. Et puis, il y a d'autres algorithmes qui ne sont pas des paraphrases de définition, et un exemple, c'est l'algorithme d'Euclide. Ce qui est important, c'est que pour concevoir un algorithme de la deuxième catégorie, eh bien, il est nécessaire de faire une démonstration. Et ça, quelle que soit l'époque. Et ça pose un véritable problème. Ah oui, alors je vous ai donné, excusez-moi, un autre exemple. Voici la spécification de l'addition, qui est algorithmique. Pour ajouter 12 et 14, il me suffit de mettre 12 Smarties dans un bol, puis re-14, et puis de compter les Smarties. Et on peut faire ça avec d'autres choses que les Smarties, si on n'a pas de Smarties. Mais pour faire une addition en général, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait comme ça, on ajoute 2 et 4, on ajoute 1 et 1. On obtient le même résultat. Ça, c'est la spécification, ça, c'est l'algorithme. Le fait que le résultat soit le même, c'est la démonstration de correction de cet algorithme. Bien, pourquoi est-ce que ça pose un problème de se dire que pour concevoir un algorithme, il faut faire une démonstration, sauf dans le cas très particulier où cet algorithme est juste la répétition, la paraphrase de la définition? C'est parce qu'on sait qu'on a des démonstrations dans les mathématiques depuis Pythagore et Thalès, c'est-à-dire depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc moins 500, moins 600. Et cependant, on sait qu'on connaît des algorithmes, par exemple pour faire des divisions, pour faire des additions, mais également pour résoudre des équations du second degré, des algorithmes géométriques, pour calculer des surfaces, de surfaces agricoles, etc., depuis au moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 2000 ans de mathématiques qui étaient purement algorithmiques, qui avaient des algorithmes, mais pas de démonstration. Essentiellement en Mésopotamie, en Égypte, mais sans doute dans d'autres régions du monde aussi. Et ça pose un problème sur ces mathématiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a pu concevoir ces algorithmes sans avoir de démonstration? Et en particulier, ces algorithmes qu'on a conçus pendant 2000 ans sont des algorithmes extrêmement complexes qui ne sont pas juste des paraphrases de définition. Ce n'est pas juste l'algorithme des Smarties. C'est vraiment le vrai algorithme pour l'addition, la multiplication, la division, etc. Voilà, donc ce n'est pas uniquement des paraphrases de définition. Comment est-ce qu'on a pu concevoir ces algorithmes? Et même des mathématiciens aussi peu intéressés par l'aspect algorithmique des mathématiques que ceux qui se sont regroupés dans le groupe Nicolas Bourbaki avaient fait cette remarque en parlant des mathématiques de la Mésopotamie. Ils disent « La découverte de tels procédés de résolution dont la généralité transparaît sous les applications numériques particulières n'a pu s'effectuer sans un minimum d'enchaînement logique. » Donc, on est amené à penser qu'en Mésopotamie et en Égypte, les scribes, les arpenteurs, les comptables n'écrivaient pas de démonstrations sur les tablettes d'argile ni sur les papyrus, puisqu'il nous est venu des milliers de tablettes d'argile et on n'a aucune trace de démonstration, donc on ne pense pas qu'ils écrivaient les démonstrations sur des tablettes qui ont toutes été détruites et les algorithmes sur des tablettes qui nous sont parvenus. Ça, c'est une hypothèse peu vraisemblable. Mais on est amené à penser qu'ils savaient sans doute faire des démonstrations, et en particulier des démonstrations de correction d'algorithmes. Ce qui est important, c'est qu'ici, on n'a pas de source pour penser ça. C'est la nécessité interne aux mathématiques qui dit si on a des algorithmes aussi complexes, comment est-ce qu'on a pu les concevoir sans démonstration, qui nous amène à supposer qu'il y avait des démonstrations. Ce n'est pas l'analyse des sources, contrairement à, disons, l'analyse des tablettes qui nous montre qu'ils connaissaient des algorithmes. Alors, cette hypothèse que les mathématiciens ou les comptables en Mésopotamie et en Égypte savaient faire des démonstrations mais ne les écrivaient pas, peut-être parce qu'ils pensaient que c'était moins important que les algorithmes eux-mêmes, permet de résoudre un autre problème qui est celui de l'apparent miracle grec. Donc on raconte souvent, en caricaturant à peine, l'histoire de l'Antiquité en disant qu'il n'y avait rien, puis les Grecs sont arrivés avec les mathématiques, la philosophie, la logique, le droit, etc. Ça, c'est le miracle grec. Il n'y avait rien avant eux, puis ils ont tout inventé d'un coup. Alors cependant, on peut se poser la question de se dire s'il y avait déjà des démonstrations en Mésopotamie et en Égypte, finalement le miracle il est moins miraculeux qu'il n'apparaît.
Et on peut même, à l'inverse, se demander, mais qu'est-ce que les Grecs ont apporté, puisqu'ils sont connus dans le monde entier pour avoir inventé la notion de démonstration, et on est amené à faire l'hypothèse qu'il y avait des démonstrations avant. Alors, est-ce qu'ils ont juste rien inventé? Non, ça, c'est pas tout à fait le cas, quand même. Ce qu'ils ont sans doute apporté, c'est l'idée qu'on puisse libérer les démonstrations des algorithmes. C'est-à-dire qu'on puisse faire des démonstrations, non pas pour démontrer la correction d'algorithmes, mais pour elles-mêmes. Au lieu de faire que des démonstrations, à chaque fois qu'on a un algorithme, on fait la démonstration qu'il est correct, puis on l'utilise, tout d'un coup, on se dit, ah, mais peut-être cette méthode, la démonstration, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses, pour résoudre d'autres problèmes que simplement la correction des algorithmes. Donc ça, c'est la libération des démonstrations qui se libèrent de leur origine algorithmique. Et si cette hypothèse est vraie, ça veut dire que les premières démonstrations des mathématiques grecques doivent garder une vague trace de la matrice d'où elles proviennent. Et donc, on peut regarder une vieille démonstration, donc qui est attribuée, sans doute à tort, mais peu importe, au premier des géomètres grecs, qui est Thalès, et qui est le célèbre théorème de Thalès, qui nous rappelle la classe de quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en quatrième? C'est que si on a deux triangles, comme celui-là et celui-là, là, ils sont en rouge, les deux triangles, et ils ont comme propriété que les côtés sont 2 à 2 parallèles. Ce côté-là est parallèle à celui-là, celui-là est parallèle à celui-là, celui-là est parallèle à celui-là. Alors, les rapports des côtés sont les mêmes. C'est-à-dire, si je divise cette hauteur par celle-là, et si je divise cette hauteur par celle-là, eh bien, j'obtiens le même rapport. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Mais ce qui vient avec le théorème de Thalès, c'est une petite anecdote qui est peut-être aussi intéressante que le théorème de Thalès lui-même. Parce que qu'est-ce qu'on raconte sur Thalès? Thalès, ce n'était pas par amour des triangles semblables qu'il avait énoncé cette propriété, c'était pour résoudre un problème particulier. C'était pour mesurer la hauteur d'une pyramide. Donc ça, c'est la pyramide de Khéops. Et donc, c'est difficile avec une échelle et puis un mètre de monter jusqu'au haut de la pyramide et de voir quelle hauteur elle fait. Et donc, Thalès avait eu l'idée de regarder l'ombre de la pyramide sur le sol, de la mesurer, ça c'est plus facile, quoique ce n'est pas tout à fait facile parce qu'il faut partir du centre de la pyramide. Bon, enfin, peu importe. Et ici, il avait planté un petit bâton, il a mesuré la hauteur du bâton, ça c'est facile, et la longueur de l'ombre du bâton. Et ensuite, en utilisant le théorème de Thalès, il suffit de faire un break de 3 pour obtenir la hauteur de la pyramide. Donc le point sur lequel je voudrais insister là-dessus, c'est que, en plus du théorème de Thalès, il y a un algorithme de Thalès qui permet de mesurer la longueur d'un segment dans un triangle, d'un côté d'un triangle. Donc c'est un algorithme géométrique, qui, tout simplement en faisant une règle de 3 entre ça multiplié par ça, divisé par ça. Enfin, vous voyez quoi. Et donc, là, on voit que le théorème de Thalès, qu'il soit de Thalès ou pas de lui, peu importe, eh bien, a sans doute une origine géométrique. C'est la démonstration de correction d'un algorithme particulier qui permet de mesurer la hauteur d'un segment, enfin la longueur d'un segment dans une figure géométrique particulière. Et on peut faire la même remarque pour le théorème de Pythagore. Il se pose toujours la question de savoir si les Mésopotamiens connaissaient le théorème de Pythagore ou non. Ce qu'on sait, c'est qu'ils connaissaient un algorithme. Cet algorithme, c'est quand vous avez un triangle rectangle, c'est un algorithme pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les carrés, les élever au carré, les côtés, les élever au carré, les ajouter, prendre la racine carrée du résultat. Et le théorème de Pythagore, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la démonstration de correction de cet algorithme, c'est-à-dire il nous dit que cet algorithme nous donne bien, comme résultat, la longueur de l'hypoténuse. Donc que ce soit le théorème de Thalès, plus vieux théorème des mathématiques, ou le théorème de Pythagore, deuxième plus vieux théorème des mathématiques, on s'aperçoit que l'un et l'autre ont une origine peut-être algorithmique, c'est-à-dire l'un et l'autre servent à démontrer la correction de certains algorithmes. Voilà, donc ça c'est le résumé de ce qu'il faut retenir de ce que je voulais raconter. C'est d'une part que concevoir un algorithme demande de démontrer des théorèmes, et ça c'est vrai aujourd'hui, parce que si ce n'est pas le cas, les avions s'écrasent, mais c'était aussi vrai dans l'Antiquité, et c'est peut-être là l'origine même de la notion de démonstration. On a peut-être d'abord inventé la notion de démonstration pour démontrer des propriétés d'algorithmes, et ensuite on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'utile en soi de connaître les propriétés des triangles semblables, même si on n'était pas intéressé à un algorithme particulier. Voilà, pour conclure, je voudrais insister sur un petit point de méthode. Vous avez remarqué que pour un exposé historique, j'ai cité peu de sources, et donc en bonne méthode historique, tout ce que j'ai raconté, ce sont des hypothèses qui demandent à être confrontées à des sources que les archéologues vont trouver dans le sol de la Mésopotamie ou de l'Égypte, ou d'autres régions du monde.
Alors cependant, on a de nombreuses sources sur le caractère algorithmique des mathématiques en Mésopotamie et en Égypte. Ça, on a de nombreuses tablettes, en particulier, qui nous montrent des algorithmes et qui utilisent un langage algorithmique. Voilà comment résoudre le problème, on commence par faire ceci, puis on fait cela, etc. Donc ça, c'est un point qui est relativement bien établi par les archéologues et les historiens bon, ils peuvent changer d'avis, hein, mais il semble que ça soit vraiment l'hypothèse qui soit la plus conforme aux observations et aux sources. En revanche, on a très peu de sources sur le théorème de Thalès lui-même et sur cette question de la mesure de la pyramide. Donc il y a ces trois auteurs qui évoquent cette histoire, qui racontent l'anecdote de la pyramide et qui énoncent ce théorème, mais à chaque fois, c'est des recensions extrêmement brèves. Il y a quelques lignes chez chacun d'eux. Elles sont postérieures de plusieurs siècles à ce qui se passe, donc c'est comme si on ne connaissait les aventures de Jeanne d'Arc que parce que Alain Decaux en a raconté 3 lignes. Bon, ça serait vraiment très peu, quoi, très peu fiable. En plus, donc là, ça c'est des questions un peu philologiques qui, elles, sont sans doute enjolivées. Ce sont des textes à la gloire de Thalès, donc on a peut-être raconté plus que ce qu'il avait fait. Elles ne sont pas cohérentes entre elles. Il y en a une, celle de Plutarque, qui donne exactement l'histoire de la règle de Troie, mais les deux autres, Pline et Diogène Laërce, disent que Thalès avait attendu que la longueur du bâton et la longueur de l'ombre soient identiques, auquel cas il lui suffisait de mesurer la longueur de l'ombre de la pyramide, il n'y avait pas de règle de Troie à faire. Donc ce n'est pas tout à fait la même histoire. Et ensuite, il y a certaines de ces sources qui ne sont pas attestées. Donc vous voyez qu'avec quelques lignes postérieures, peu cohérentes et pas toujours attestées, il est assez facile de proposer une théorie et les faits vont toujours être en accord avec cette théorie. Donc on est dans un cas où on manque vraiment de sources. Et le point sur lequel je voudrais insister pour conclure, c'est que dans ce cas-là, l'analyse des nécessités internes aux mathématiques, et cette nécessité, elle nous apparaît aujourd'hui beaucoup plus évidente que dans les siècles passés, c'est-à-dire le fait que pour faire des démonstrations, pour concevoir des algorithmes, on a besoin de faire des démonstrations, l'analyse des nécessités internes aux mathématiques est souvent un outil au moins aussi efficace, mais enfin en tout cas complémentaire à l'analyse des sources. Merci.